Salut à tous, vous écoutez Brin de pensée et c'est le 24e épisode. 24 épisodes du podcast qui parle de tout et de rien. Et c'est Nora qui va vous accompagner pendant ce voyage. C'est avec un peu de retard qu'on vous présente cet épisode. La vie, parfois, ça prend du temps. Et la famille aussi. Justement, le sujet d'art du jour est assez évident parce qu'on va parler de famille. Et comme vous vous en doutez, vu qu'on a une catégorie spécifique pour ça, c'est un sujet qu'on aime bien. J'aime ma famille, j'aime la famille, toutes les familles, sous toutes leurs formes, parce que je trouve ça beau et touchant, avec les liens du sang et sans les liens du sang. On a donc une sélection d'œuvres touchantes qui parlent de famille et de ses différentes formes. D'ailleurs, en ce moment on parle de PMA pour les femmes seules ou les couples de femmes. Il est peut-être temps d'ouvrir la famille à tous. Bref, commençons avec This Is Us, une série. La série dont je vais vous parler est véritablement un coup de cœur, à tel point que c'est de là que vient le thème de l'épisode. Une série drôle et touchante avec au cœur une famille. Une grande famille, imparfaite et sous toutes ses formes. Comme je le disais plus tôt, on va donc parler de This Is Us, une série très à la mode en ce moment, avec même une version française qui a été faite récemment. C'est pourtant une série qui a été diffusée depuis 2016, qui a été nommée meilleure série télévisée drame au 74e Golden Globes Award et meilleure série dramatique au 7 Critics' Choice Award. Parmi les acteurs phares de la série, on retrouve Mandy Moore et Sterling K. Brown, qui a été récompensé plusieurs fois pour son rôle de Randall dans la série. Si je vous raconte un peu de quoi parle cette série, à part de famille, il y a statistiquement 18 millions d'êtres humains qui partagent le même jour d'anniversaire dans le monde. Mais il existe une famille répartie entre New York et Los Angeles, dont 4 membres partagent la même date d'anniversaire. La série suit la vie de 2 frères et d'une sœur, Kevin, Randall et Kate, connus sous le nom de Big Three, ainsi que de leurs parents, Jack et Rebecca Pearson. L'action se déroule en 2016-2018 et utilise des flashbacks pour montrer la famille à divers moments du passé. Kevin et Kate sont les 2 enfants survivants issus d'une grossesse triple née en 1980, 6 semaines avant terme, et le jour du 36e anniversaire de leur père, Jack. Estimant qu'il devait y avoir 3 enfants, Jack et Rebecca ont décidé d'adopter dans leur famille blanche Randall, un enfant afro-américain né le même jour et amené au même hôpital après son abandon par son père biologique devant une caserne de pompiers. La plupart des épisodes représentent un scénario se déroulant dans le présent, 2016-2018, époque donc de la première diffusion, et un scénario situé à un moment déterminé du passé. Mais certains épisodes sont définis sur une période donnée ou utilisent plusieurs périodes de flashbacks. Les flashbacks se concentrent souvent sur Jack et Rebecca vers 1980, avant et après la naissance de leur bébé, ou alors sur la famille lorsque les 3 enfants sont âgés entre 8 et 10 ans, ou sont encore même des fois des adolescents. Ces scènes ont généralement lieu à Pittsburgh, où les enfants sont nés et où ils ont grandi. Récemment, la série a fait un retour en arrière pour suivre la vie de nouveaux personnages, tels que l'enfant adoptif de Randall, déjà. Adulte, Kate vit à Los Angeles. Randall et sa famille sont dans le New Jersey, et Kevin a déménagé de Los Angeles à New York. Randall est un brillant opérateur de marché de dérivés climatiques qui a effectué des recherches afin de retrouver son père biologique et hésite à le rencontrer. Kevin est un jeune acteur qui s'interroge sur sa carrière et sur son rôle dans une série télévisée à succès, The Many, et Kate a des problèmes de poids et enchaîne divers régimes. Cette série est une histoire de famille touchante. Je sais que moi, j'ai eu grave envie de passer du temps avec mes frères et de créer des souvenirs hyper forts en regardant ça. Mais en fait, on en a déjà. Et d'ailleurs, vous pouvez écouter ça dans l'épisode 6 sur les frères. Pardon, je m'égare. Cette série fait du bien aux relations familiales parce qu'elles ont tous des relations différentes, fortes, que ça soit négatives ou positives, et qu'elles sont réelles. C'est impossible de ne pas s'identifier à un ou une des personnages et à une ou plusieurs relations. Après ça, je me suis beaucoup interrogée sur ce que nous savons vraiment sur le passé de nos parents, sur qui elles étaient avant nous. Cette série permet de se questionner sur le monde qui nous entoure. D'ailleurs, elle met en lumière différents sujets de société et les traite de manière efficace comme la grossophobie et l'obésité, le racisme, la guerre du Vietnam. Bon, je fais un petit bémol sur la façon dont ils ont traité le postpartum, qu'ils ont même pas traité du tout malheureusement. Ça n'empêche pas d'apprécier, regarder cette série pour ses sujets forts et surtout parce que c'est une série safe en fait. C'est-à-dire qu'on n'y voit pas de discrimination et de blagues sexistes ou même racistes. Je suis pratiquement sûre qu'elle passe le test de Bechdel haut la main. Cette série, c'est quand même une ode à la diversité. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu de la découvrir immédiatement, on va parler de réalisation. Les plans sont magnifiques, toujours bien choisis, et le jeu d'alternance entre les époques nous pousse à nous demander où est le présent. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a perturbé sur ce qu'on sait ou non sur nos parents. Bref, un dernier point sur la musique qui va forcément faire chavirer vos cœurs. Peut-être que cette série va aussi faire couler quelques larmes, mais c'est beau, je vous le promets. Et je sais que maintenant, vous avez envie de courir découvrir cette série, mais finissez au moins cet épisode de Brin de pensée qui, je vous assure, est pleine d'autres œuvres comme celle-ci.
Pour le livre d'aujourd'hui, on continue sur une histoire de famille de sang. Il s'agit d'un roman de Ludmila Ulitskaïa, L'échelle de Jacob. Ludmila Ulitskaïa est une femme de lettres russe. Elle est née en 1943 au sud de l'Oural, région dans laquelle ses parents se sont réfugiés pendant la guerre. En 2012, dans son recueil Détritus sacré, elle évoque son enfance et se décrit comme la dernière juive d'une famille assimilée. Elle suit des études de biologie à l'université d'État de Moscou dans les années 1960. Plus tard, elle perd sa chaire à l'Institut de génétique Nikolaï Vavillion quand les autorités soviétiques s'aperçoivent qu'elle prête sa machine à écrire à des auteurs de Samizdat, un système clandestin de circulation d'écrits dissidents en URSS et dans les pays du bloc de l'Est. Elle se consacre alors à l'écriture, d'abord pour la radio et le théâtre. Elle collabore un temps au théâtre musical juif. Dans les années 1980, elle écrit des nouvelles. Mais il lui faudra attendre le démantèlement de l'Union soviétique pour être véritablement reconnue et publiée. Son premier roman publié en Russie, Sonietchka, paraît dans le magazine littéraire Novi Mir en 1992. Ses œuvres sont largement traduites et diffusées à l'étranger, principalement en Allemagne. En France, elle est publiée dès la fin des années 1980 chez Gallimard. Parmi les nombreuses distinctions qu'elle reçoit, on peut évoquer le prix Médicis étranger pour Sonietchka qu'elle obtient en 1996 à Paris, devenant ainsi la première femme à recevoir ce prix. Une dizaine d'années plus tard, en 2007, elle obtient le prix Bolcheïa Kniga, l'une des plus importantes œuvres littéraires russes. En France, elle a été faite chevalière de l'Ordre des Palmes académiques en 2003, chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2004 et officier de la Légion d'honneur en 2014. Elle est considérée comme l'écrivaine russe vivante la plus lue à l'étranger. Son engagement politique contre le Kremlin et l'homophobie lui a valu d'être attaquée par des jeunes militants pro-Poutine en 2016. Parlons maintenant de son roman qui nous intéresse, L'échelle de Jacob. Il est publié en 2015 en Russie. Il faut attendre l'année 2018 pour avoir la traduction française. L'échelle de Jacob, c'est l'histoire de Nora, mais non, ce n'est pas moi, qui découvre une malle laissée par sa grand-mère Maroussia avant sa mort. Dedans, elle trouve une correspondance entre ses grands-parents. Féministe et danseuse, Maroussia a ses propres convictions intellectuelles. Mais les rêves et les ambitions du jeune couple croulent sous le poids de l'histoire soviétique. On y découvre cette correspondance, mais aussi la vie de Nora, de ses parents et de son propre fils. Il s'agit donc d'un roman qui nous conte les vies croisées de Nora Ossetchakaya, décoratrice de théâtre, Viktor Stepanovitch Chebotarev, mathématicien, Tengiz Kuzyani, metteur en scène, Yurik Ossetsky, musicien, Heinrich Ossetsky, Amalia Kotenko, Maroussia Kernz-Ossetskia, Jacob Ossetsky et de quelques autres dans la Grande Russie entre 1905 et 2011. Ludmila Ulitskaïa s'est servi des traces de la correspondance de ses propres grands-parents pour écrire ce roman fleuve. Fleuve parce qu'il était assez long. Je ne vais pas vous le cacher, il y a quelques moments que j'ai trouvé assez long dans ces 800 pages. Au-delà du nombre de pages, ce roman mêle la grande et la petite histoire et il dresse le portrait de 4 générations d'une même famille, avec ses hauts, ses bas et ses secrets enfouis jusque dans la tombe. C'est également une histoire très émouvante. Mais ce roman, c'est aussi et surtout le roman de la liberté des femmes. Pour Nora, cette correspondance aura un impact sur sa vie personnelle qu'elle n'a pas anticipé. Elle qui avait une relation plutôt conflictuelle avec son père, même lorsqu'il est mort. Elle va finalement découvrir que les choix qu'il a effectués lui ont été imposés. Pour terminer, je vais simplement vous citer un passage qui résume parfaitement cela. Et Nora pleurait avec lui, avec ce petit garçon, son futur père aujourd'hui mort, qu'il n'avait pas pu vivre la vie dont il avait rêvé. Il sanglotait, suffoquait puis se fatiguait, geignait doucement. Et Nora ne faisait qu'essuyer ses larmes à lui. Vous commencez à nous connaître et parfois il nous est impossible de choisir entre 2 œuvres qui concernent la même discipline artistique. C'est le cas notamment pour cet épisode en ce qui concerne le choix de la chanson que nous voulons présenter. Alors aujourd'hui on n'aura pas une, mais 2 chansons. On commence avec la première. Il s'agit de Ton héritage de Benjamin Biolay. Il s'agit d'un artiste qui me touche tout particulièrement et il pourrait apparaître dans bien d'autres épisodes du podcast. Benjamin Biolay est un auteur, compositeur, interprète, producteur et acteur français, né le 20 janvier 1973 à Villefranche-sur-Saône. Sa mère est la petite fille de Joseph Opinel, le fondateur de la célèbre fabrique de couteaux. Son père est clarinettiste, comme nous, amateur et joue dans l'orchestre municipal. Son arrière-grand-père paternel possédait une distillerie à Villefranche-sur-Saône.
Lorsqu'il est jeune, il pratique le violon et le tuba dans une fanfare, puis il intègre le Conservatoire de Lyon où il apprend le trombone et en sort en 1990 avec 2 premiers prix. À côté, il s'initie seul à la guitare et à la pop et il suit également des classes musicales du lycée Saint-Exupéry de Lyon. Benjamin Biolay obtient son premier succès commercial et public en 2000 en tant qu'auteur grâce au titre qu'il coécrit avec Keren Anne pour Henri Salvador sur l'album Chambre avec vue. L'album, qui est vendu à 1 million d'exemplaires, reçoit une victoire de la musique en 2001. La même année, son premier album sort. Il s'agit de Rose Kennedy, une histoire fantasmée de la famille Kennedy sur fond de pop jazzy aux arrangements parfois intimistes, parfois sombres. L'album remporte la victoire de la musique de l'album Révélation de l'année en 2002 et il est disque d'or. Son 5e album studio, La Superbe, dont nous allons reparler un peu plus loin pour la chanson qui nous intéresse, dont il est le producteur, paraît en octobre 2009. Cordes, cuivre, guitare, boucle électronique, quoique toujours largement introspectif dans ses thèmes. L'album semble plus lumineux et optimiste. Et Benjamin Biolay présente une voix plus affirmée que sur ses précédents albums. Je cite « Gardez la superbe dans le chaos, dans mes moments difficiles, puisque j'ai traversé, à tout point de vue, une sale période de ma vie. » Ce double album est une grande épopée intime, un mini-opéra urbain, 13 mois d'errance sentimentale et existentielle. La semaine de sa sortie, l'album entre à la 3e place du classement des meilleures ventes d'albums en France. Il est disque d'or avec 160 000 exemplaires vendus et est doublement récompensé aux Victoires de la musique 2010 en recevant la victoire de l'artiste-interprète masculin et celle du meilleur album. Le 22 avril 2016, il sort Palermo Hollywood, façonné en grande partie en Argentine. Ce disque a été pensé entre 2 villes et 2 hémisphères pour mieux nous raconter en 16 nouveaux titres une audio-pellicula où se croisent Ennio Morricone, ballade française néo-cumbia, lyrisme et grand orchestre, percussion latine et bandoneon électrique. L'album obtient la victoire de l'album de chansons variétés lors des Victoires de la musique 2017. En avril 2020, sort le single Comment est ta peine, premier extrait du 9e album studio Grand Prix. Le titre de l'album fait référence à une passion du chanteur, la course automobile. La chanson dont il est question aujourd'hui, son héritage, est extraite de l'album La Superbe, le 5e album solo du chanteur, qui paraît en octobre 2009. Les instrumentations font une place importante aux cordes, au cuivre et au clavier, mais aussi aux synthétiseurs et aux programmations électroniques. La critique est unanime lors de la sortie de l'album. Gilles Medioni de l'Express qualifie le disque de meilleur album de l'année, citant en référence XCT, Morrissey ou Gainsbourg. Le chroniqueur qui présente l'album dans le 7-10 de Nicolas Demorand sur France Inter, le jour de sa sortie, évoque Gainsbourg, Bachung et Dao. Les Inrocks sélectionnent le titre Lyon Presqu'île pour leur compilation, une rentrée 2009 volume 3, et le présentent comme l'un des 22 diamants qui composent l'hallucinant diadème de la Superbe. La semaine de sa sortie, l'album entre en 3e place du classement des meilleures ventes d'albums en France. Il est disque d'or avec 160 000 exemplaires vendus. On écoute la chanson comme d'habitude et je vous en reparle juste après. Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent, qui pousse un dernier cri, mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps, si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage, et ce sera pire encore
quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants, si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan, si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps, si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang, si tu as peur de la foule, mais supporte les gens, si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans, et si tout se déroule jamais comme dans tes plans, si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Mon enfant. L'une des choses que j'aime tout particulièrement dans l'univers de Biolay, c'est d'abord ses textes, mélancoliques, bouleversants et très poétiques. Ici, il s'adresse directement à son enfant en le rassurant avec des suppositions de ce que son enfant aime ou n'aime pas, ce dont il peut avoir peur, ce qu'il est. Si son enfant est effrayé par le monde mais surtout par lui-même, il ne doit pas s'en reprendre à lui. Il n'y est pour rien, il est simplement né ainsi. Finalement, l'artiste fait la liste de ce que tout son enfant reçoit grâce ou à cause de l'hérédité. Ce qu'il est, c'est l'héritage de ce qu'on lui a donné. La façon qu'a Benjamin Biolay de chanter, accompagné de la musique, insiste un peu plus sur les paroles, et les paroles deviennent un peu plus bouleversantes et vraies. Cette chanson est bouleversante, elle est universelle. À l'instar de la poésie, la musique a ce pouvoir de nous procurer des émotions et des sensations qui parfois ne sont pas capables d'être expliquées. Cette chanson en fait partie. Je dirais même que pour moi, c'est tout l'univers de cet artiste qui en fait partie. Cette chanson devient elle-même un héritage. On a récemment pu voir les Césars à la télé, et s'il y a bien un film qui aurait mérité un César, c'est Captain Fantastic, écrit et réalisé par Matt Ross. Il n'y a eu aucun César pour la simple et bonne raison que c'est un film américain. Mais il rassemble quand même plusieurs récompenses pour le meilleur acteur. C'est quand même un Oscar, un Golden Globes, un BAFTA Award et un Screen Actor pour Viggo Mortensen. Captain Fantastic, c'est un film sorti en 2016 qui a reçu le prix de la mise en scène à Cannes la même année. Captain Fantastic, c'est l'histoire de Ben et Leslie Cash, et elles ont décidé de donner à leurs 6 enfants une éducation peu conventionnelle, pour qu'elles deviennent d'extraordinaires adultes. Et elles ont tout quitté pour établir un campement au beau milieu des bois dans l'état de Washington. Et c'est dans ce cadre hors du commun que grandissent Bodevan, Kielir, Vespir, Relian, Zaja et Ney. La vie des enfants se doit d'être une source d'enrichissement permanente, et Ben y veille tout particulièrement. Entraînement physique rigoureux et régulier, autosubsistance à travers la chasse, culture à profusion, langues étrangères et pensées critiques sont au rendez-vous. Les enfants semblent sans surprise étonnamment matures pour leurs âges. Mais Leslie, souffrant de problèmes psychiatriques sévères, a dû être hospitalisée et les événements qui en découlent poussent la famille à regagner le monde ordinaire. Un véritable choc pour Ben qui se met soudain à douter de l'éducation qu'il a donnée à ses enfants.
Ce film commence dans une ambiance Into the Wild avec un rite de passage du papose à l'homme adulte. On fait ainsi la connaissance du fils aîné de la famille, puis de son père, le Capitaine Fantastique, et très vite du reste de la tribu. Les 6 enfants s'échelonnant de 20 à 7 ans, chacun étant doté d'une personnalité intéressante et assez différenciée des 5 autres. Bientôt, le film tourne en road movie, la roulotte étant un bus conduit par le capitaine. Si celui-ci est fantastique, on se convainc peu à peu tout au long du film que ces 6 enfants le sont aussi. Suite à un événement tragique, la tribu va être obligée de sortir des bois et revenir à la civilisation états-unienne, à la morale judéo-chrétienne et d'être confrontée à leurs normes. L'union sacrée de ses membres y résistera-t-elle? Certains d'entre eux la trahiront-ils? Contesteront-ils l'éducation que leur a donnée leur père? Quoi qu'il en soit, le film vaut la peine d'être vu. On est souvent dérouté, souvent perplexe, mais au bout du compte, le charme opère et balaie les réticences. Ce film est rarement là où on l'attend et bien sûr, rien n'est vraiment réaliste dans tout ça et l'ensemble verse un peu trop dans l'excès de romanesque. Mais c'est beau, c'est touchant et on s'attache à tous ces personnages brillants et si libres. Esthétiquement, c'est une réussite totale. Le grain doré de la photographie magnifie les visages et chevelures. On est hypnotisé par la majesté des paysages, par la chaleur solaire de chaque couleur. Une véritable déclaration d'amour à la nature et au vivant. Parlons de la musique aussi qui vient sublimer chaque image du film. Je sais que j'ai déjà dit ça pour la série, mais encore une fois, je le pense toujours. Et notamment ce concert à la fin que nous livre la famille à l'occasion d'une des plus belles scènes et touchantes du film. Un discours qui est totalement à contre-courant de la noirceur occidentale, des tenues ténébreuses portées aux funérailles, des larmes versées sur les corps disparus. Ici, tout est fête, sourire, légèreté, humour, hommage, amour. On est loin du sentimentalisme larmoyant auquel on est habitué dans les drames américains. La famille prend tout son sens dans ce film. Les liens du sang avec leurs grands-parents qui ne sont rien, l'éducation positive et AVEO, donc anti-violence éducative ordinaire. Ce film amène nécessairement à une grosse réflexion sur l'éducation et ses valeurs. En simple, c'est un film qui est facile à voir, qui est prenant et qui est très intelligent. Dans cet épisode, j'ai eu envie de vous parler d'un podcast. Pas quoi. Ce n'est pas parce que nous en faisons un qu'il ne nous est pas possible de parler d'autres podcasts. Surtout que j'en écoute beaucoup, notamment sur la parentalité et la famille. Alors aujourd'hui, voici Histoire de Daron. Ce podcast est créé par Fabrice Florent, plus connu sous le nom de Fab. Il a la quarantaine, il a 2 filles et il est récemment séparé. Il y a une dizaine d'années, il a créé sur internet le site Mademoiselle, qu'il a récemment revendu. Lors de la première grossesse de sa femme, il écrit un blog sur les différentes étapes. Il fonctionne si bien qu'il est contacté par un éditeur qui souhaite en faire un livre. Il sort en 2017 sous le nom de Futur Papa. Le podcast sort quelques temps plus tard. Histoire de Daron est créé pour libérer la parole des pères sur la paternité, comme il le dit lui-même. Les épisodes sortent tous les 15 jours, les premiers et 3e lundis de chaque mois. Dans ce podcast, Fable interviewe des hommes que l'on connaît tous ou que nous allons découvrir si ce n'est pas encore le cas, comme le chanteur Ben Mazué dont on a parlé, ou l'humoriste Verino, ou encore McFly et Carlito. Mais il interroge aussi des anonymes, afin d'apporter le plus de diversité dans les différentes histoires et les témoignages. Les histoires qu'il raconte ne sont pas toujours faciles, mais c'est ça aussi la vie de papa. On peut par exemple écouter l'histoire d'un papa qui a un enfant grand prématuré, un autre qui devient papa pendant le confinement, ou bien un autre dont l'enfant est atteint d'un cancer. Ces histoires sont celles d'anonymes, ou pas, mais ce sont aussi les nôtres. Alors si j'ai bien un podcast à vous recommander, c'est celui-là. Et pour aller plus loin, et pour ne pas écouter que des papas, vous pouvez écouter aussi Bliss Story, ou encore La Matrescence. Comme je le disais précédemment, je vais vous présenter une deuxième musique parce qu'on n'a pas su choisir et se mettre d'accord. L'artiste dont on va parler, c'est Ben Mazué, et la chanson c'est Semaine A, Semaine B, de son dernier album. Ben Mazué est né en 1981, il a donc tout pile 40 ans cette année. Il est né et a grandi dans les Alpes-Maritimes. Ancien médecin, il a arrêté sa carrière pour ne se consacrer qu'à la musique après environ 10 ans de pratique. Ce n'est qu'à 25 ans qu'il commence la musique et il sort son premier album éponyme en 2011. En 2014, il sort 33 ans et part en tournée avec un spectacle qui mélange humour et chansons. Très poétique, c'est sur ce spectacle que je l'ai découvert au détour d'un travail dans une petite salle de spectacle. En 2020, sort son 4e album, Paradis, un bilan de sa vie à l'aube de la quarantaine et après sa séparation. Le titre, Paradis, fait référence à son paradis sur Terre, l'île de la Réunion. Le premier single sorti est Quand je marche, et on y trouve dans cet album des duos avec Jérémy Frérot, Poupi ou Anaïd Rosam. La chanson Semaine A, Semaine B vient de cet album. Et bien évidemment, elle parle de garde alternée. On l'écoute et on en reparle juste après.
Cette semaine, je suis repassé à l'école plein de fois. D'abord lundi, pour déposer les affaires de sport que j'avais oubliées. Ensuite mardi, pour un petit problème, une bagarre, mais ça je crois qu'ils t'ont raconté. Et puis je suis retourné jeudi, sans raison, pour les surprendre. Je les ai emmenés déjeuner. Quel bonheur, tu sais, de les voir heureux de me voir. Je crois que je m'en lasserai jamais. Et puis comme il paraît que ça s'arrête très vite, je profite. Samedi, on a fait du vélo, les leurs étaient trop petits. J'ai acheté des nouveaux, je sais qu'on se l'est déjà dit 1000 fois, mais la vitesse à laquelle ils grandissent. Ma sœur m'a filé sa télé, je l'ai mise au milieu du salon, elle trône comme un trophée, ça m'aide à t'oublier vu que toi tu détestais. Mais on la regarde jamais, on se fait des films dans le lit, devant l'ordi, collés, et on s'endort ici. Je sais que c'est interdit, je sais ce qu'a dit la psy, mais j'essaie quand même de faire des dîners, j'essaie quand même d'avoir des invités, quand même de garder de la douce folie qui nous définissait. Et puis souvent je m'arrête et je regarde autour de moi et je me dis, et toi, qu'est-ce que tu fais pendant ta semaine A ? Le vendredi où je te les laisse, d'abord je sors, pour éviter d'être seule. Et puis parce que c'est violent de les laisser une semaine, je sors et je t'en dirai pas plus, ça sert à rien. Le lendemain, souvent je travaille. Je sais que c'est le week-end, mais bosser pendant que les autres non, je sais pas, j'aime bien. Je découvre un quartier, je me dis tout le temps que t'aurais adoré. Surtout le café juste en bas de la maison. On y est tout le temps avec les garçons, eux ils jouent au flipper et moi je parlais avec le patron. C'est lui qui m'a trouvé des gars pour monter mon piano. C'est grâce à lui que j'ai découvert Cléo, celle qui garde les enfants les soirs où je suis pas là, mais je le fais rarement. J'attends le lundi suivant. J'attends le lundi souvent. La semaine où tu les as, elle est solitaire, beaucoup, collective en un sens, cotonneuse, bruyante et silencieuse et pleine de premières fois. La semaine où tu les as, elle est vertigineuse. Et j'essaie d'éviter de penser à ce que tu fais toi, pendant la semaine B. Je n'ai plus peur de te perdre, non. Je n'aurai plus mal d'être moi. Grand amour, céleste et divin, c'était mais L'ancien temps ne reviendra jamais, je sais. je n'essaierai plus de te plaire, enfin. Je n'ai plus besoin de me taire. S'en vient le temps des libertés rageuses, Les instants de clarté, vertigineuses. grand amour, Céleste ou divin, c'était selon. quoi qu'il en reste, c'était à jamais un triomphe. Cet album est un concentré de douceur et de mélancolie. Il est sensible, doux, puissant. Il nous chante l'amour, l'amour pour ses enfants dans un premier temps, mais aussi l'amour au centre de la rupture. Un concentré d'histoire de famille qui a toute sa place ici. On aborde dans cet album la question de non-parentalité d'ailleurs, qui a manqué d'être la chanson présentée dans cet épisode. Mais il faut pas forcer, 3 chansons c'était quand même beaucoup. Semaine A, semaine B parle de séparation et de garde alternée. On y retrouve la difficulté de la solitude, mais le plaisir de la tranquillité. J'ai choisi cette chanson parce qu'elle parle d'une autre forme, encore une fois, de famille, et je trouve ça important de célébrer tous les types de famille. On retrouve dans cette chanson Anaïd Rosam qui chante le rôle de la mère en semaine B. Anaïd est née 7 jours avant moi, soit le 20 janvier 1997. Elle est comédienne avant d'être chanteuse, et c'est le fait qu'elle chante régulièrement en story sur Insta qui l'a propulsée. Du coup, je vous invite à la suivre sur Insta, son compte c'est @anaïd.rosam, c'est son pseudo. Bon, pour terminer, je vous invite à écouter l'album complet de Ben Mazué, Une ode à la famille, il m'a retourné. Mais ne vous laissez pas avoir par les apparences. Il a récemment mis sur YouTube un documentaire qui parle de cet album d'ailleurs, ça dure une demi-heure environ et c'est assez sympa, et c'est gratuit. Prenons de la culture gratuite autant qu'on en peut, surtout en ce moment. Évoquer la famille, c'est se remémorer des souvenirs que l'on a avec ses frères et sœurs. Ses parents, ses cousins, ses oncles et ses tantes. C'est retomber en enfance l'espace d'un instant. Et c'est ce dont il est question dans le poème que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Voici Querelle de Théodore de Blanville. Théodore Follin de Banville est né le 14 mars 1923 à Moulins. Poète, dramaturge et critique dramatique français, il est encouragé par Victor Hugo et par Théophile Gautier. Il se consacre alors à la poésie et fréquente les milieux littéraires parmi les plus anticonformistes. Il méprise la poésie officielle et commerciale, et l'adversaire résolu de la nouvelle poésie réaliste et l'ennemi de la dérive larmoyante du romantisme. Il collabore aussi comme critique dramatique et chroniqueur littéraire aux journaux Le Pouvoir, puis Le National.
Il devient une figure très importante du monde littéraire et participe à la Revue fantaisiste, où se retrouvent les poètes qui sont à l'origine du Parnasse et de tous les mouvements de ce siècle. En 1872, avec son petit traité de poésie française, Banville rompt avec le courant symboliste. Il publie presque une œuvre par an tout au long des années 1880 et meurt à Paris le 13 mars 1891, la veille de ses 68 ans. C'est quand même dommage de ne pas avoir été jusque-là. Peu après, la publication de son seul roman, Marcel Rab. Théodore de Banville a particulièrement travaillé dans son œuvre les questions de forme poétique et a joué avec toutes les richesses de la poésie française. Il lui a été reproché d'avoir manqué de sensibilité et d'imagination. Son influence salutaire permet à de nombreux poètes de se dégager de la sensiblerie mièvre qui survivait au véritable romantisme. Ami de Victor Hugo, de Charles Baudelaire et de Théophile Gautier, considéré dès son vivant comme l'un des plus éminents poètes de son époque, il est surnommé le poète du bonheur. Théodore de Banville unit dans son œuvre le romantisme et le Parnasse, dont il est l'un des précurseurs. Il procède un amour exclusif de la beauté et la limpidité universelle de l'acte poétique, s'opposant à la fois à la poésie réaliste et à la dégénérescence du romantisme contre lesquels il affirme sa foi en la pureté de la création artistique. Je vais laisser Clara nous lire le poème et on va en reparler juste après. Lorsque ma sœur et moi, dans les forêts profondes, nous avions déchiré nos pieds sur les cailloux, en nous baisant au front, tu nous appelais fous, après avoir maudit nos courses vagabondes. Puis, comme un vent d'été confond les fraîches ondes de deux petits ruisseaux sur un lit calme et doux, lorsque tu nous tenais tous deux sur tes genoux, tu mêlais en riant nos chevelures blondes. Et pendant bien longtemps nous restions là blottis, heureux, et tu disais parfois, ô cher petit, un jour vous serez grand, je serai vieille. Les jours se sont enfuis d'un vol mystérieux, toujours la jeunesse éclatante et vermeille fleurit dans ton sourire et brille dans tes yeux. Ce que j'aime dans ce poème, c'est que nous nous retrouvons au cœur d'une famille, un frère, une sœur et une mère. Une famille et des souvenirs. C'est ce dont il est question ici. Les 3 premières strophes nous racontent des événements qui ont lieu, semble-t-il, durant l'enfance du frère et de la sœur, avec la mère qui les surveille et qui prend soin d'eux. On voit qu'elle est bienveillante avec elle. Oh, cher petit. Et même s'ils font des bêtises ou des choses qui ne lui plaisent pas, elle ne peut pas vraiment leur en vouloir. En nous baisant au front, tu nous appelais fous, après avoir maudit nos courses vagabondes. Ce qui est très beau ici également est le fait que nous nous trouvons dans un endroit propice à la poésie et à la beauté et même à l'enfance, avec les forêts, les ruisseaux, les vents d'été. La dernière strophe, quant à elle, conclut le poème avec la voix du narrateur, s'adressant à sa mère, lui adressant de belles paroles. Les temps ont passé, mais cela n'entache pas la beauté et la jeunesse de sa mère, qui est toujours aussi éblouissante pour lui. Quelle plus belle déclaration d'amour peut faire un fils à sa mère ? Pour parler art plastique et famille, nous avons choisi une œuvre photographique de Sabine Wess qui s'appelle Enfant jouant, rue Edmond Flamand, Paris. Sabine Wess est née en 1924 et c'est une photographe d'origine suisse naturalisée française en 1995. Elle est, aux côtés de Robert Doisneau et plusieurs autres, l'une des principales représentantes du courant de la photographie humaniste française. Attirée très jeune par la photographie, elle dit elle-même « J'ai pris conscience très jeune que la photographie serait mon moyen d'expression. J'étais plus visuelle qu'intellectuelle. » Sabine Wess commence sa photographie en 1935, à l'âge de 11 ans, avec un appareil photo acheté avec son argent de poche. Son père la soutient dans son choix et elle obtient son diplôme en 1945. Son travail personnel est attaché à la vie dans son quotidien, aux émotions et aux gens. Il mêle habilement poésie et observation sociale. C'est pour cette raison que l'on rattache son œuvre au courant de la photographie humaniste. La photographe utilise essentiellement le noir et blanc en axant sa recherche sur un cadrage précis, une certaine qualité de lumière, des ambiances. Elle fait de la photographie un art de vivre, en arpentant les rues de Paris, souvent la nuit, pour trouver des sujets variés, mais toujours proches de l'homme dans ces moments universels. Scènes de rue, solitude, enfants, croyances, figures humaines dans le brouillard, fugacité d'une émotion. On retrouve dans sa production beaucoup d'enfants, de vieillards, de sourires de stars, tous reliés par une caractéristique commune de spontanéité et simplicité. L'œuvre du jour date de 1952 et on y voit 3 enfants jouer sur une charrette et un 4e courir derrière. Alors qu'elle se lance comme photographe indépendante, Sabine Wess s'attache à des essais personnels. En marge de ses œuvres de commande,
C'est ainsi qu'elle réalise des portraits d'enfants des rues, début d'une longue fascination pour l'enfance. Elle sera toute sa vie captivée par les jeux des plus jeunes, leurs attitudes et leurs regards, qu'ils soient riches ou pauvres, gais, en larmes ou facétieux. Dans ses œuvres, les attitudes et visages de l'enfance sont un miroir de l'âme humaine et de ses émotions. Ils se révèlent davantage que chez les adultes, habitués à porter un masque et à dissimuler ou maîtriser leurs sentiments. Loin de la commisération ou du simple amusement, c'est dans l'empathie, le partage ou l'identification silencieuse que la photographe se positionne. Sa présence s'y lit dans le regard poignant de ses enfants des rues. Rien n'explique nulle part que ces enfants sont de la même famille. Mais si j'ai choisi cette œuvre, c'est parce qu'elle m'évoque une fratrie ou des cousins, mes cousins. La famille, ce n'est pas que les liens du sang, ou les parents, frères et sœurs. La famille, c'est un tout, et donc les cousins et cousines aussi. J'ai de nombreux cousins, cousines, et je vois dans cette photo des souvenirs d'enfance en famille, de la complicité. D'autant plus que j'associe toujours l'enfance à la famille et la famille à l'enfance. Cette photo a donc fait sens très rapidement pour ce thème. Vous pouvez retrouver cette photo rapidement sur internet, ainsi que toute la série, et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Et c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que grâce à ça, vous avez passé un petit coup de fil à papy et mamie. Et j'en profite pour faire un petit bisou à ma mère grand, qui écoute certainement cet épisode, et qui en plus était venue nous parler de son travail dans l'épisode 16. Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez toujours le faire. Bisous mamie. Et juste avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner sur Spotify, Podcast Addict, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Cela vous permet d'être averti à chaque sortie d'un nouvel épisode, d'écouter les épisodes même quand vous êtes en ligne et profiter des épisodes en ayant la possibilité de fermer l'application pendant que vous êtes dans le bus par exemple. Et surtout, nous, ça nous encourage et ça nous soutient pour qu'on puisse continuer. Sur ce, à très vite et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.